Bonjour Olivier, je te remercie d'avoir accepté cette invitation pour Soigner en conscience et Medix et de nous donner l'occasion de parler de ce livre Soigner en pleine conscience que tu as traduit de l'anglais, de ce livre de Ronald Einstein que tu as traduit et que nous avions eu l'occasion de découvrir ensemble, si tu te rappelles, par un ami commun, Ilios Kotsou, pour ne pas le citer, qui nous avait présenté ce travail et qui nous avait tous les deux enthousiasmés parce qu'il avait la particularité d'être écrit justement par un confrère. Et je pense que tu as particulièrement touché au point que tu t'es attelé à un travail de traduction en français et que ce livre est donc actuellement sorti dans toutes les bonnes librairies depuis quelques semaines, 3-4 semaines, je pense. Mhm. Soigné en pleine conscience de Ronald Epstein. Et comme tu as, comme moi, la casquette également de médecin, je trouve que c'était particulièrement intéressant de parler un petit peu de ce livre. Alors, si tu me permets, Répondu favorablement à ton invitation. Il n'est que juste que je te remercie de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de répondre à ton invitation. J'étais content qu'on soit là ensemble. alors, je sais que tu n'aimes pas qu'on te présente en termes de fonction, mais plutôt en tant d'exercice. Alors, je pense que c'est quand même important pour faire le lien et pour quand même te présenter autrement que par ton nom, qui est ton identité. Tu pratiques plusieurs activités et tu exerces donc comme chirurgien plasticien principalement de manière exclusive en cancérologie cutanée. Tu es coordinateur d'ailleurs de la concertation oncologique multidisciplinaire en oncodermatologie. Dans ton institution, tu exerces aussi comme instructeur de méditation de pleine conscience après avoir été formé à l'ULB entre 2012 et 2014. Tu animes d'ailleurs sur la chaîne Présence sur Facebook depuis le début du confinement les méditations guidées. Tu es donc maintenant le traducteur du livre de Ronald Einstein. Et puis, tu exerces également, c'est peut-être sans doute un des défis les plus importants, tu exerces le rôle de papa de trois enfants qui deviennent actuellement de jeunes adultes. Alors, ces bases étant établies, qu'aurais-tu envie de nous dire de plus ici ce soir? Si tant est que tu aies des choses à rajouter à cette présentation. Ce soir, nous avons vraiment envie de découvrir ce livre que tu nous parles. Voilà. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose de plus par rapport à la présentation ou comment tu te sens ce soir parmi nous? Écoute, la chose la plus importante, je dirais ce que je ressens juste maintenant, parce que c'est un des travaux, entre guillemets, dont on va parler. Eh bien, si je prends un moment pour me demander comment je me sens assez fatigué, mais je me sens vraiment très très heureux d'être là avec toi et de pouvoir échanger dans le cadre que tu nous offres à propos de ce livre, parce que c'est un livre qui m'a profondément touché. Donc pour moi, l'actualité maintenant, c'est la joie de partager avec toi. La fatigue est là, mais faisons avec. Et donc, justement, c'est un enchaînement super. C'est justement un peu ma première question. Qu'est-ce qui, finalement, dans ce livre, t'a touché? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a donné, finalement, l'envie de le traduire? Et peut-être dans la foulée de nous parler un petit peu comment tu as pris contact et rencontré l'auteur, nous parler un petit peu de qui est Ronald Einstein. Eh bien, écoute, voilà, comme tu l'expliquais en introduction, on a tous les deux découvert ce bouquin lors d'une papote dans le jardin d'Ilios Kotsou il y a, je pense, à peu près 2 ans. Puis je me suis dit, ouais, encore un bouquin à lire, oh là là. Bon, je l'ai pris, je me suis dit, je lirai ça à l'occasion. Et, euh, et j'ai commencé à lire ce bouquin.
j'ai été vraiment, vraiment absorbé par cette lecture. Je me suis dit, mais ce truc se lit comme un roman. Je trouve que les auteurs américains, souvent quand ils parlent même de choses sérieuses et d'approches scientifiques, ont une espèce de bagout pour rendre ça attrayant. Et ça résonnait surtout très très fort avec des éléments de ma propre vie, qui étaient que tout en exerçant effectivement le métier que j'adore de chirurgien plasticien, j'ai été touché assez intimement par la pratique de la méditation il y a maintenant 8 ou 9 ans. Et cette pratique de la méditation, petit à petit, a infusé dans ma vie, entre autres dans ma pratique professionnelle. Ça m'a apporté réellement un rapport différent à ma pratique vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des patients que je prends en charge. Je dirais que ça m'a été extrêmement bénéfique et je pense pouvoir dire que ça a été aussi très bénéfique à la qualité de prise en charge que j'avais avec les patients. Alors, quand je me suis rendu compte que Ronald, dont on parlera peut-être dans un moment, un médecin américain, avait écrit le livre que je rêvais d'écrire moi-même, mais avec son expérience de médecin de famille, de médecin en soins palliatifs, de méditant longue date, de chercheur en communication médicale, je me suis dit, écoute, ne réinvente pas la roue, surtout si c'est pour faire une roue moins ronde. Et donc, c'est pas le métier d'être traducteur, mais je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de partager ça avec le monde francophone. Alors ça, Ouais. c'était la première question. La deuxième, tu demandais, tiens, comment j'ai rencontré Ron. Et donc, Ronald Epstein, je le disais, il est médecin, médecin de famille, consultant en soins palliatifs, il exerce il a différentes casquettes. Et entre autres, il a monté il y a une vingtaine d'années un programme qui s'appelle Mindful Practice, qui est un programme qu'il instruit auprès des médecins essentiellement et qui vient instruire une fois par an en Europe. Et donc, je l'ai rencontré en novembre passé, en 2019, pas très loin d'Amsterdam, où j'ai eu l'occasion de passer une semaine avec lui pour suivre cette formation. Et à ce moment-là, ben, comme la traduction était déjà quasi finie, ça a été l'occasion de discuter de quelques points un peu de détail pour d'aucune façon trahir son propos. J'ai été très impressionné par la façon dont Ronald réellement incarne ce qu'il propose. Il est ancré, il est à l'écoute de lui et réellement à l'écoute profonde de l'autre, empli de bienveillance, en n'évitant pas les problèmes, mais en les prenant avec vraiment un calme et un ancrage inspirant. Voilà, ça c'est Super, comment super. j'ai rencontré. Et justement, ce livre, il y a 12 chapitres, il aborde différentes thématiques qui peuvent nous paraître comme ça de manière cognitive très bateau, très générale, euh, et peut-être difficile à mettre en pratique. Pourrais-tu en évoquer, par exemple, une de ces thématiques qui t'a particulièrement touché pour en savoir plus, pour donner envie de découvrir ce livre? S'il y a un des chapitres qui Euh, pourrait Alors là, tu me mets probablement. vraiment en difficulté parce que je relis ce livre maintenant juste en accueillant ma lecture et pas pour voir l'orthographe ou la grammaire ou l'affluence du langage ou recomparer le texte original. Et à chaque page, quasi, je me dis, ah oui, ça c'est important. Et euh, donc, je vais avoir très, 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 Ah très bah, difficile à ah bah, on va choisir. jouer. Ah bah, je vais choisir pour toi. On va jouer. Alors, euh, voilà. Ah bah, la curiosité, tiens, bah, puisque je suis curieux et que je sais. La curiosité. Ok, on va parler dans un tout petit moment de la curiosité. Mais je voudrais dire que moi, un truc qui m'a énormément plu dans ce bouquin, c'est que c'est un bouquin d'abord qui parle de neurosciences très, très actuelles, très modernes, qui parle de recherches qui ne sont pas de la neuroscience, mais de la communication médicale, qui est une des spécialités de Ron. Mais d'autres choses qui sont très, très, très chouettes, c'est qu'il partage énormément d'histoires personnelles de sa Mhm. pratique
quotidienne, de ce qui est notre vie de tous les jours, au contact des médecins et au contact de nos collègues. Et également, il a des propos qui ne sont pas spécifiquement médicaux, mais qui sont des propos réellement de sagesse sur la vie en général et comment on peut être en relation à sa vie. Alors tu prends au hasard la curiosité. La curiosité est réellement un élément. On pourra parler de médecine, mais avant de parler de médecine, dans notre vie, la curiosité est quelque chose qui augmente le champ des possibles. Quand on regarde un petit peu comment nous fonctionnons mentalement, et puis c'est un petit peu le champ d'application de la méditation, c'est d'être curieux de comment nous fonctionnons, on peut se rendre compte que nous avons tous beaucoup de biais. Ça peut être des biais de certitude, ça peut être des biais qu'on appelle de cécité, c'est-à-dire que si j'ai décidé que les choses étaient comme ça, tout ce qui contredit ce que je me suis fait comme vérité n'existe pas, que ce soit auditif, visuel, cognitif. Et notre expertise médicale, qui fait que nous sommes probablement tous extrêmement compétents dans notre domaine de compétences, fait de nous des gens qui, assez souvent, ont des certitudes par rapport à nos domaines d'expertise. La curiosité nous invite à dézoomer d'une certaine façon de notre domaine d'expertise et à englober les choses de façon plus large. D'abord, la curiosité, en discutant comme ça, bâton rompu avec toi, je me dis, mais la curiosité, c'est quelque chose qui invite assez naturellement à cette notion dont on parle de plus en plus maintenant, de médecine intégrative ou de médecine intégrale. Être curieux, pas de la pathologie ou du diagnostic, c'est évidemment ça le champ de notre expertise, mais être curieux de la personne qui est en face de nous. Être curieux, pas uniquement de cette petite partie qu'est le diagnostic, mais être curieux de comment il ou elle vit avec cette maladie. Être curieux aussi de comment moi je me sens dans la relation. La curiosité, la curiosité, c'est d'une certaine façon l'esprit du débutant. Alors j'aime bien cette petite phrase que Ron reprend aussi, qui est de Maître Suzuki, qui dit « Dans l'esprit de l'expert, il y a peu de possibilités. Dans l'esprit du débutant, il y a énormément de possibilités. » Alors, nous ne devons pas nier ou ne devons pas nous départir de notre expertise, mais nous ne sommes pas experts de tout. Et la curiosité invite à un contact plus large. Oui, cette curiosité nous amène aussi à avoir une certaine humilité. Moi, en lisant, en parcourant le livre, en lisant tous ces chapitres, je me suis dit, nous médecins qui avons l'habitude de prescrire des ordonnances, je me suis dit, ben, est-ce que finalement ce livre qui nous invite, nous soignants, médecins, mais aussi pour tous les soignants, est-ce que c'est pas une invitation à nous prendre aussi avec nos blessures, nos failles, nos fragilités, nous qu'on forme un petit peu comme des êtres omniscients, un peu comme des ingénieurs médicaux. Et donc moi, j'ai pris un peu ce livre comme une métaphore, comme un carnet d'autoprescription, comme si on devait faire ce travail un petit peu d'introspection, donc de curiosité, d'attention, puisque le titre anglais c'est attending. Euh, Horriblement difficile à traduire, Tout à attending, fait, parce qu'on a attending. beaucoup de connotations, beaucoup de sens différents. C'était pour moi le pire casse-tête. D'ailleurs, j'ai gardé finalement le titre, c'était l'objet de beaucoup de discussions. J'ai beaucoup insisté. Je t'interromps parce que c'est Oui, bien sûr. de but, hein. Soigner en pleine conscience, ok, c'est un titre important et c'est à ça que correspond le livre, mais j'ai beaucoup insisté pour ces trois mots du sous-titre qui sont médecine, présence et humanité. Parce que en fait, il s'agit de prendre soin, de prendre soin, et je dirais comment peut-on
d'abord prendre soin de l'autre. Si on ne prend pas soin de soi-même, à titre individuel, nous avons besoin nous-mêmes d'avoir des ressources. Prendre soin de nous pour prendre soin des autres. Et prendre soin de nous, ce n'est pas uniquement en tant que spécialiste compétent, et quand je dis spécialiste ou généraliste, ou c'est prendre soin de nous en tant qu'humain. Et alors, quand tu disais, il y a un moment, tiens, mais nous, dans notre intégralité, avec nos faiblesses, avec nos tristesses, avec nos blessures, ça m'a fait penser à un mythe de la mythologie grecque, qui est l'histoire de Chiron. Chiron est un centaure, et les centaures sont tous des sauvages, sauf Chiron. Chiron était connu et reconnu pour sa grande sagesse et son grand calme. Et Chiron a eu beaucoup de disciples à qui il apprenait toutes sortes de choses, et un de ses disciples, Héraclès, lors d'un combat qu'ils ont eu avec je ne sais plus quels ennemis, a blessé Chiron au niveau du genou. Une blessure faite avec une flèche enduite du poison de l'hydre. Et c'est une blessure qui ne pouvait pas guérir. Or, Chiron avait une connaissance énorme de la médecine. C'est aussi lui qui a été le maître d'Esculape. Et Chiron, souffrant de sa propre blessure, pouvait guérir toutes les autres blessures sauf la sienne. Et donc, c'est le mythe du guérisseur blessé. Et ce mythe, dans certaines choses dont parle Ron, pour moi est extrêmement parlant parce que, une fois de plus, nous pouvons être de très bons techniciens, mais pour être réellement un soignant intégral de l'humain qui est en face de nous, il faut pouvoir être en résonance avec sa souffrance, avec sa douleur, avec sa difficulté. Et je pense qu'on ne peut l'être que quand on est ouvert à notre propre souffrance, à notre propre difficulté. J'aime bien cette petite phrase en anglais qui dit The most important in people's care is caring for people. Le plus important dans le soin aux gens, c'est de réellement s'intéresser aux gens, aux personnes. Pour moi, la pratique de la méditation est entre autres de partir à la rencontre de notre propre jardin intérieur, avec ses ronces, avec ses sous-bois obscurs, avec ses merveilleux paysages, avec ses joies, ses douleurs, ses tristesses. Et c'est quelque chose, pour moi en tout cas, qui me permet de m'ancrer et d'être à partir de cette profonde humanité en contact avec l'autre. J'ai une compétence technique, mais ça ne fait pas de notre relation une relation où je prescris. Je peux prescrire un médicament, mais je peux rencontrer aussi l'humain qui est en face de moi. Il y a une complémentarité qui est importante. Je t'ai interrompu dans ta question. Non, mais tout à fait. Mais cette métaphore est vraiment excessivement parlant. Et je pense qu'effectivement, ce que tu apportes là comme élément, c'est un peu ce cheminement que l'on a en tant que soignant entre notre formation où on est bourré de hard skills. Et puis finalement, on est confronté de plus en plus à toutes ces réalités, ses propres souffrances, et on s'ouvre petit à petit aux soft skills en s'ouvrant à nos propres fragilités. Et c'est vrai que je pense que ce qu'on peut appeler l'expérience parfois du médecin, c'est cette ouverture. Et il ne faut pas attendre d'avoir 50 ans pour avoir cette ouverture. Ça peut se cultiver déjà très, 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 jeune. Donc, je pense que ça nous ouvre un petit peu à cette possibilité que le médecin, ben, il- il fait un cheminement aussi par rapport à lui pour rencontrer son patient, quoi. À condition d'avoir cette curiosité, à condition Voilà. d'avoir cette ouverture. Alors c'est terrible parce que je t'écoute et je me dis, ah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a tellement de choses à partager. Il y a des écueils importants dans cette ouverture qui est que
beaucoup de soignants, et en particulier, je me souviens que Edelmax, qui est un psychiatre anversois, qui est un des premiers en Belgique à avoir amené la pleine conscience, racontait que quand il a commencé sa pratique de psychiatre, il a rencontré tellement de souffrances, ce que tous les soignants évidemment rencontrent, c'est pour ça que les gens viennent nous voir, qu'après très peu de temps, il s'est dit, OK, il y a deux possibilités. Soit je me ferme, et donc je m'occupe purement, techniquement, entre guillemets, pharmacologiquement de la relation patient et je n'ai pas de résonance avec ça. Mais quel est le sens réel de mon engagement dans mon métier de soignant? Soit je vais être aspiré par la douleur, par la souffrance, et tous les soirs, je vais rentrer, je vais devoir prendre quelque chose, de l'alcool ou un truc pour me calmer, et je vais finir par rapidement moi-même tomber en burn-out. Et pourquoi j'aborde cela? Parce que être en contact avec sa propre souffrance ou avec la souffrance des autres, ça peut être un feu qui nous consume. C'est ça le burn-out. Je crois que c'est très très important, et c'est un propos très important dans le livre, parce que c'est un propos très important dans la pratique médicale telle que Ron, et puis je m'associe à lui, on l'imagine, d'apporter vraiment un éclairage de douceur, un éclairage de compassion vis-à-vis de sa propre souffrance et ses propres difficultés, et vis-à-vis des difficultés des autres. Alors, c'est plus difficile de parler vis-à-vis de soi-même que de parler vis-à-vis des autres, mais je pense qu'entre se fermer et tomber dans la souffrance qui nous est présentée par le patient, il y a une autre voie qui est d'être totalement ouvert, tout en étant ancré en soi, et d'offrir réellement notre soin. Ça ne veut pas dire que tu sais, les idées s'enchaînent. Nous, les médecins, nous prenons souvent réellement comme un échec le fait de ne pas pouvoir fixer les choses, fixer dans le sens anglais du terme, de ne pas pouvoir régler. C'est extrêmement pénible. Moi, je suis chirurgien, je suis quelqu'un qui traditionnellement incise et règle les problèmes. C'est extrêmement difficile d'être confronté à une souffrance qu'on ne peut pas régler avec une prescription ou avec une intervention. Et pourtant, il y en a tellement. Et même quand on a réglé le problème physique ou pathologique avec un médicament, avec une intervention, ça ne règle pas forcément la souffrance du patient. Ouais, donc, dans cette relation thérapeutique, qui est une vision plus large de la relation thérapeutique, où la présence ancrée et ouverte et humaine et, oserais-je le dire, aimante à l'autre est présente, c'est une relation qui en elle-même est thérapeutique. Et c'est pour ça que cette notion de médecine présence et humanité, pour moi, résume en 3 mots le livre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de choses intéressantes. Oui, oui, oui. Non, tout à fait, mais c'est ça, c'est cette synthèse, et effectivement, prendre soin, l'esprit, être présent, sont des choses qui peuvent cognitivement paraître bateaux, et puis en même temps, quand on les explore de manière expérientielle, je pense que, par exemple, dans l'accompagnement qu'on peut avoir de patients en fin de vie, je trouve que la présence est un cadeau extraordinaire, et on peut y rencontrer de la joie, enfin, il y a plein de choses, mais c'est vrai qu'il faut oser passer le pas et avancer. Et je pense que Être curieux, ouvrir à nouveau cette possibilité de laisser tomber. À un moment, Ron parle de notre cap
d'expertise, l'espèce de manteau dans lequel on peut se draper en étant des experts, dont l'accompagnement au deuil ne peut être considéré que comme un échec. Laisser tomber la cape et être un humain. Et tu parles, c'est un excellent exemple de l'accompagnement de deuil. Et oui, c'est difficile, mais ça peut apporter tellement à tout le monde, y compris aux médecins qui accompagnent, pas en expertise pathologique ou en expertise technique, mais en humanité. Le deuil. Quel cadeau. C'est être vivant en tant que soignant, c'est être humain en tant que soignant. Oui, non, tout à fait. C'est- c'est- c'est vraiment passionnant. Et alors, finalement, ce livre, bah, il arrive, hein, il a été retardé par ce Covid. Et donc, est-ce qu'il n'invite pas justement à enfin, en tous les cas, cette crise nous a très clairement mis à mal par rapport à nos certitudes, hein. Elle nous a invités à repenser. Et, je fais partie de ceux qui pensent qu'effectivement la santé va vers un autre paradigme qui va vers une dimension intégrative et collaborative. C'est la ligne de force en tous les cas de Medix, c'est de se dire vraiment que il faut cette complémentarité entre les soignants, arrêter de découper les patients en organes, mais avoir cette expertise de l'organe, mais aussi la vision globale du patient. Donc, ce livre, ça peut être aussi une belle prescription pour repenser un petit peu notre médecine, euh, ensemble, avec cette vision intégrative. Alors oui, évidemment, il n'est il n'est aucunement question d'éliminer l'expertise de hard skills. C'est d'une certaine façon notre outil factuel de travail. Le problème enfin la difficulté qu'évoque le livre sont plutôt quand cela devient notre principal et unique outil de travail au détriment d'un cadre plus large. Et ce cadre plus large, c'est vrai que ça ne fait pas partie de mon vocabulaire habituel, mais c'est très clairement du soft skills. Alors, tu parlais il y a un moment du Covid. Bon, c'est évidemment une actualité, bien que ce soit une actualité qui tende un peu à se chroniciser pour le moment. Et c'est probablement un moment où s'exacerbent beaucoup de choses, où se mettent en question aussi beaucoup de choses. Je crois que c'est un moment propice pour chacun à se questionner, d'une part sur sur le sens, mais c'est aussi un moment où l'agitation frénétique, le débordement qui sont importants et qui ont augmenté de façon graduelle la charge administrative, la pression du temps. L'hôpital doit être géré parce que la société évolue comme ça, de plus en plus comme un endroit rentable, on fait pression sur tout. Il y a de plus en plus de pression. Et je pense que c'est un moment où de plus en plus de soignants sont confrontés à leur souffrance, parce que beaucoup sont au bout du rouleau. Alors, il ne s'agit pas de faire disparaître cette souffrance, malheureusement, mais j'aime bien cette petite phrase de Montaigne, pardon, pas de Montaigne, de Blaise Pascal, qui dit la plupart des problèmes des hommes proviennent du fait qu'ils ne savent pas rester assis dans leur chambre. Ce à quoi invite le livre, entre autres, c'est à rester un moment assis dans sa chambre pour se demander, mais tiens, qu'est-ce que moi je vis? Comment je vis? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je ressens maintenant par rapport aux tensions, par rapport aux pressions? Est-ce qu'il n'est pas, comment dire, temps de réhabiter ma chambre? Et à partir de là,
de devenir acteur de mon cadre de travail, de ma relation thérapeutique, et je pense qu'on vit maintenant un moment extrêmement difficile, mais que comme souvent, les moments difficiles sont de merveilleux moteurs potentiels de résilience. Tout à fait. Ce livre, pour moi, réellement, je dirais d'une certaine façon, tombe à pic. Maintenant, ça veut dire aussi que c'est encore une chose en plus à faire. D'acheter le livre, de lire le livre, de laborieusement peut-être, tu sais, comme si on était dans un paquebot qui est le contexte du soin, de l'hôpital, de la surcharge de travail. Et ici, on dit, tiens, il faudrait un peu ouvrir notre regard, changer de cap, et on est dans cet énorme paquebot, il faut un peu changer, un peu orienter, c'est terriblement dur, alors que c'est déjà dur. Pourtant, je pense qu'il y a tellement à gagner, à tous les niveaux, au niveau individuel, une fois plus au niveau relationnel avec nos patients, au niveau relationnel dans les équipes, au niveau relationnel institutionnel et au niveau sociétal. Oui, tout à fait. Et juste là, nous vivons aussi dans un monde, juste avant, je ne trahis pas un secret si je dis que juste avant de démarrer l'entretien, tu me disais, tiens, je travaille avec un groupe d'anesthésistes qui cherchent à établir des dispositifs de sécurité, de bonnes pratiques sous couvert des conseils de gens de l'aéronautique. Mhm. Ron en parle dans son bouquin. Il dit, tiens, dans l'aéronautique, quand il y a un problème, les gens qui ont été confrontés à ce problème sont écartés, pris en charge psychologiquement, chouchoutés, dorlotés. On s'arrange pour comprendre exactement ce qui s'est passé, s'assurer que ça n'arrive plus. Et les gens sont individuellement pris en charge. Dans notre pratique médicale, comment ça se passe quand un anesthésiste a un patient qui décède sur table? Quand nous avons, et ça nous arrive malheureusement à tous, un patient qui décède, quand nous avons forcément une erreur, mais un incident, et même peut-être une erreur, quelque chose qui a posteriori aurait dû se passer différemment. Euh, les choses sont la plupart du temps tues et chacun met sa souffrance dans son sac à dos. Il y a très peu de soutien à la résilience individuelle, à la résilience systémique. J'espère qu'on ne saura pas, qu'on n'a pas vu, que nous portons d'une certaine façon énormément de choses. Et se rendre compte de ça et s'ouvrir à la possibilité que chacun d'entre nous porte énormément de choses et avoir une attitude plus bienveillante vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même et des autres vis-à-vis de soi-même. C'est un merveilleux moteur de résilience aussi, individuel, structurel dans les équipes, structurel dans les disciplines, structurel dans l'institution, et pourquoi pas dans la société. Oui, tout à fait. Non, ça c'est. Mais je pense que ce processus, en tous les cas, d'erreur, de faute, est en train d'évoluer où on essaie justement de ne pas d'empêcher que les choses soient cachées, et justement qu'on aille vers plus de transparence, plus de pédagogie et pour intégrer ça. Et ça, je pense que ça fait partie du nouveau paradigme. Si, ben écoute, en tous les cas, moi je pense que déjà on a ouvert pas mal de pistes et tu as déjà un petit peu répondu à l'invitation en tous les cas que je voulais faire aux confrères praticiens hein, de découvrir ce livre parce que pour certains, nous on est un petit peu familier avec le monde de la méditation ou de la pleine conscience, mais tout le monde ne l'est pas et c'est vrai que ça peut être un petit peu inhabituel. Je sais que bah, de plus en plus des confrères comme toi bah, donnent hein, des formations de pleine conscience et donc c'est aussi l'occasion d'inviter les soignants à découvrir ces approches-là qui sont pas du tout connotées de quelconque dogme ou philosophie,
et sont vraiment des approches tout à fait expérientielles. Et donc ça, j'invite les gens à découvrir. Simplement de témoigner qu'avec, en tous les cas, l'ASBL Soigner en conscience, on rencontre de plus en plus de très nombreux médecins, infirmiers qui s'ouvrent à ces dimensions-là et qu'on est bien plus nombreux qu'on ne peut l'imaginer. Je vais te laisser le mot de la conclusion ou l'invitation en tous les cas que tu veux apporter. Mais peut-être avant cette conclusion, est-ce qu'il y aurait une question que j'aurais pu te poser et que je ne t'ai pas posée et auquel tu voudrais répondre? Je rigole parce que je crois que j'ai répondu à beaucoup de questions que tu ne m'avais pas posées. C'est un petit travail que j'ai quand je parle de quelque chose qui me passionne. Je sais que je vois vraiment pas de raison de m'arrêter et puis que les idées s'enchaînent et puis que c'est un sujet qui est tellement, tellement enthousiasmant. Donc, euh, pour répondre simplement, non. Bon, ok. Alors, un petit message pour Alors, inviter deux petits messages. deux petits messages. C'est que je voudrais dire, une fois de plus, combien j'ai de la joie de participer à cet échange que nous avons ensemble, parce que, et on en parlait aussi avant de commencer l'échange formel, euh, ce que Medix et Soigner en conscience offre aux gens, c'est la possibilité de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls. Et il y a probablement beaucoup de soignants encore qui ont leur propre évolution personnelle et qui se disent, tiens, c'est pas très mainstream, entre guillemets, cette approche que j'ai. Eh bien, c'est merveilleux de créer du lien et d'offrir cet espace de rencontre pour ça. Et c'est vraiment, ce sont des projets que tu portes depuis très très longtemps et vraiment, vraiment, merci à toi pour ça. J'espère, et je n'adore pas ce livre parce que je l'ai traduit parce que je l'ai adoré. J'espère que ce livre qu'on peut lire en toute discrétion dans son coin le soir, caché dans son lit, euh, ouvrira encore des portes et invitera des gens à dire tiens, mais c'est vrai, et que ces gens sachent qu'ils ne sont pas seuls. Et puis vraiment le message, la dernière chose que je voudrais dire, qui est une tournure un peu bateau, mais qui a tellement, tellement, tellement de sens fondamental, c'est tout simplement prenez soin de vous. Merci Olivier. Merci, merci. Ben, écoutez, voilà, et donc ben, vous retrouverez, je mettrai encore les coordonnées du livre. Je vous le montre encore avec une magnifique illustration de notre beau métier